Nous arrivons au troisième thème de notre conférence qui s'intitule « Restaurant Notre-Dame, patrimoine mondial, médiéval et du XIXe siècle, recherche et savoir d'aujourd'hui pour mieux restaurer un fabuleux patrimoine d'hier, Notre-Dame de Paris ». En fait, avec ce troisième thème, nous nous rapprochons du chantier de la cathédrale Notre-Dame et c'est un très grand honneur de compter ce soir avec son inspecteur général en la personne de M. Régis Martin. Il va nous présenter une conférence autour de ce qui constitue l'élément le plus emblématique de cette restauration, la flèche de Notre-Dame. Alors, cette conférence qui nous invite à un voyage au travers les flèches des cathédrales s'intitule « Les flèches de Comble, aboutissement et postérité de l'architecture pointue ». Donc, M. Régis Martin est architecte en chef des monuments historiques depuis 1991. Il est inspecteur général des monuments historiques depuis 2016. Il a été chargé de cours à l'école de Chaillot, avec des interventions en Bulgarie, en Russie, et enseignant à l'école d'architecture de Paris-Conflans. M. Martin est le président de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques depuis 2020. Comme architecte en chef, il est actuellement responsable du Loiret, de l'Eure, de la cathédrale de Beauvais, du château d'Écouen, du domaine national et du château de Saint-Germain-en-Laye. Comme inspecteur général des patrimoines, il est chargé de l'Île-de-France. Il a été en charge d'un très grand nombre de restaurations de bâtiments historiques, d'édifices religieux, églises, basiliques, cathédrales et d'un grand nombre de châteaux. Monsieur Martin, en vous renouvelant toute notre gratitude pour votre présence parmi nous, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. L'exposé que je vais faire devant vous n'est pas, vous allez le comprendre rapidement, l'exposé d'un historien, contrairement à mon prédécesseur. Il s'agit du point de vue d'un architecte. Et j'ai intitulé cette présentation « Flèches de Comble » parce que les flèches de Comble sont des flèches de charpentier, que ce soit des structures en bois ou en d'autres matériaux. Et le sous-titre, c'est « Aboutissement et postérité de l'architecture pointue ». Et ce mot de pointu est déterminant dans ce que j'ai à vous dire, puisque en fait, l'architecture pointue, c'est l'architecture gothique. Je ne sais pas si ça marche. Je commence par vous montrer une image un peu inattendue qui est la Rome antique sous Constantin. Et je vous montre cette image pour que vous cherchiez et y trouviez une flèche. Et vous n'en trouverez évidemment absolument pas, parce que l'architecture classique est une architecture horizontale, une architecture massive et qui ne laisse assez peu de place à l'expression de la structure. Et vous voyez que lorsque l'architecture gothique ou architecture pointue émerge, eh bien, nous avons un changement complet de paradigme. Et vous voyez que le paysage de la ville de Paris au XVe siècle est une architecture complètement hérissée de pointes. Certains auteurs ont dit que l'architecture gothique était l'architecture des touffes et des hérissements. Et vous voyez qu'il s'agit exactement de cela quand on regarde ce paysage. Et si vous regardiez un petit peu plus, de façon un peu plus grande et élargie cette image, mais on ne le voit pas malheureusement, vous verriez que les personnages ont également des coiffes extrêmement pointues et des poulaines, ce qui montre bien que la pointe est quelque chose chez les gothiques qui est fondamental. Et alors, je voudrais vous donner une petite réflexion de ma part par rapport aux gens du Midi qui disent que les gens du Nord ont un accent pointu. Et je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi on disait que les gens du Nord avaient un accent pointu, et je n'ai pas trouvé. Et la réflexion, au bout de quelques temps, me fait dire que c'est l'architecture des gens du Nord qui est pointue et qui fait que l'on qualifie leur accent de pointu. Pour en arriver là, il a fallu beaucoup de temps, parce que vous voyez ici, on est au milieu du Moyen-Âge, en 806, à Germigny-des-Prés, dans le Loiret, et vous voyez qu'on a une architecture qui est encore très plate, avec des toits à la romaine, et donc on a fait assez peu de progrès de ce point de vue-là. À Cluny, on est en 1130, et vous voyez que si les clochers de la façade occidentale sont encore très plats, eh bien, sur la partie centrale, vous commencez à voir l'émergence de ce qu'on appellera plus tard des flèches, qui sont des toitures qui commencent à monter vers le ciel. Et 40 ans plus tard,
nous avons Notre-Dame de Chartres, qui n'est pas une flèche de comble, mais qui malgré tout fait comprendre à quelle vitesse les toits se sont envolés et représente bien l'évolution de l'architecture gothique. Voici, à la fin du XVIe siècle, ce que donne la production sur les couvertures qui nous emmène vers les flèches. Vous avez ici, respectivement, une église à Anvermeux, dans Seine-Maritime, le château de Fontaine-Henri, dans le Calvados, les clochers pointus de Dourdan et Saint-Nicolas de Blois. Alors, les flèches sont, on peut dire, l'exemple même de l'aboutissement de cette architecture pointue, parce qu'après tout, il n'y a rien de plus pointu qu'une flèche. Et ces flèches sont soit fermées, comme vous le voyez sur la gauche, avec un petit village de Seine-Maritime, dont la flèche atteint 54 mètres de hauteur, qui est une folie. Rassurez-vous, elle est tombée depuis. Et à Amiens, vous voyez ici la flèche de la cathédrale, qui est non seulement une flèche extrêmement pointue, mais également une véritable dentelle d'ouverture. Alors, voilà ici la cathédrale d'Évreux, et vous voyez que la flèche est véritablement le sommet d'une grande pyramide et qui définit sa silhouette sur la partie sommitale. Alors, les flèches médiévales n'existent pratiquement plus en France. Il faut savoir que quand on a des bois médiévaux dans des flèches, ils se trouvent dans le corps du tambour de la flèche, et généralement pas sur la pointe. Toutes les pointes ont été dégommées par la foudre, par les incendies, par le vent, par tout un tas d'événements qui font qu'aujourd'hui, nous avons très, très peu de flèches médiévales en France. Ici, vous avez la flèche de la collégiale 2, et nous avons fait une dendrochronologie qui montre que les parties les plus anciennes datent du XIVe siècle, dans la partie inférieure. La pointe, c'est-à-dire l'aiguille, est du XVIIIe siècle. Alors pourquoi les flèches sont des éléments extrêmement fragiles ? Eh bien parce que d'abord, ils sont très difficiles d'entretien. Vous voyez ici une vue prise au sommet de la cathédrale d'Orléans, de la flèche, et vous imaginez qu'il est vraiment difficile de monter là-haut pour aller vérifier l'état des plombs, l'état de ces structures qui sont extrêmement exposées aux intempéries. Alors les flèches s'altèrent rapidement, et lorsqu'elles doivent avoir des problèmes de structure, elles penchent toujours du côté d'où vient le vent, et non pas l'inverse. Pourquoi ? Parce que ce sont les parties les plus exposées qui reçoivent l'eau, et cette eau vient faire pourrir les assemblages du côté le plus exposé. Donc les flèches penchent du côté du vent et généralement tombent. Alors ici, vous avez l'église de Gallardon avec une très belle flèche de clocher, qui a été reconstruite depuis, en 1950. Vous voyez peut-être, si vous apercevez, elle est assez tordue. Et la petite flèche qui est sur le chœur a aujourd'hui disparu. Alors les flèches penchent du côté du vent, mais elles tombent de l'autre côté. C'est-à-dire que quand il y a un ouragan, elles s'affaissent sur l'église avec des dégâts considérables. Voici une autre pathologie des flèches. Vous avez Saint-Bénigne de Dijon, en 1894. Vous voyez que la flèche est complètement torse, et ce n'est pas une conception d'origine, c'est une pathologie. Et la flèche a dû être reconstruite intégralement pour cette raison. Alors, la flèche est un objet sacrificiel, et elle est aussi un objet, je vais dire, d'opiniâtreté. C'est-à-dire qu'on les reconstruit très régulièrement. J'ai quelques notes ici que j'arrive à lire. C'est que sur la flèche de Saint-Bénigne de Dijon, elle a été reconstruite en 1506, en 1742, en 1808 et en 1896. Donc vous voyez que malgré tous les problèmes que rencontrent ces ouvrages exceptionnels, eh bien, on les reconstruit très régulièrement. Voici une flèche du XIXe siècle qui a été tronquée par un coup de foudre. Voici un autre clocher, vous voyez, qui est tout à fait défiguré par la démolition de son extrémité. Et le plus souvent, évidemment, ce sont les incendies qui sont la cause de la perte de ces éléments.
Voilà ce que l'on voit très souvent dans la campagne, des petits édifices comme ça, très, très sympathiques, mais tout à fait dénaturés, parce qu'en réalité, c'est ceci qui est arrivé pour que la flèche soit aussi minuscule sur le toit de l'église. Donc ce que nous avons vu à Notre-Dame est vraiment désastreux, mais il faut savoir que c'est courant dans l'histoire de l'architecture et dans l'histoire des flèches en particulier. Voilà une église du Loiret qui a perdu sa flèche. Aujourd'hui, elle est comme ceci. Donc il faut bien comprendre que la plupart de ces édifices avec flèches sont dénaturés. Ici, je vous montre un château que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être. Excusez-moi, je l'ai un peu trafiqué. C'est un château pointu, donc du Moyen-Âge, et on lui a retiré ses flèches. C'est-à-dire qu'on l'a transformé en édifice classique en rendant accessible la partie supérieure des tours. Une flèche n'est jamais accessible. Il s'agit d'une aiguille, et l'aiguille n'est pas accessible. Le lanternon est accessible, mais la flèche n'est pas accessible. Comme nous sommes au Louvre, je ne résiste pas à l'envie de vous transformer ces petits lanternons en flèches. Et vous voyez qu'il faut peu de choses pour qu'un édifice devienne gothique. Et ce qui fait la flèche, ce n'est pas la lanterne, c'est l'aiguille. Alors Viollet-le-Duc l'a très bien compris. Il a réussi à faire des flèches au XIXe siècle qui sont tout à fait remarquables. Et ici, à la fin de sa carrière, il a réussi à faire des objets qui sont vraiment du XIIIe siècle. Mais je veux insister sur un élément important qui est celui du positionnement de cette flèche. Comme dans l'architecture, vous voyez qu'à gauche, vous avez un édifice gothique où les piliers sont en biais, c'est-à-dire posés sur la diagonale. Alors que sur la droite, vous avez un édifice classique où les piliers sont posés sur la face. Et ceci est sensible également lorsque l'on construit une flèche, un comble, c'est-à-dire que vous voyez ici l'entrée de l'abbaye du Bec-et-Loing, et vous avez à droite un couvrement gothique avec une arête dans l'axe de la porte, et vous voyez qu'à gauche, vous avez la même formule classique avec une face et la flèche tronquée par un lanternon. Donc vous voyez le raccourcissement de cet effet de pointe. Vous avez des églises également ici, la petite église d'Épied dans l'Eure, où vous avez deux flèches, une qui est classique, l'autre qui est gothique. Et vous voyez que c'est simplement par le passage de 8 faces à 6 qui permet d'avoir soit une face dans l'axe, soit une arête sur le faîtage. On a ici l'église de Combloux, vous voyez exactement la même chose, avec un petit lanternon classique et une flèche gothique dans sa structure. Évidemment que c'est une flèche du XVIIIe siècle, mais vous voyez qu'elle est construite avec un point d'axe porteur, et donc elle est classique, elle est gothique, pardon. À Notre-Dame, cet esprit a bien été respecté par Viollet-le-Duc, qui a placé sur les faîtages des points d'appui, et donc l'octogone est posé sur l'axe de l'édifice. Alors, je vais vous parler de la cathédrale d'Orléans, puisque je suis responsable de cet édifice. La cathédrale d'Orléans est un édifice un peu particulier, puisque c'est une cathédrale gothique qui a été construite à toutes les époques, sauf à l'époque gothique. Et donc, au XVIIe siècle, on se dépêche de faire une flèche gothique, mais malheureusement, on la demande à Lemercier, qui en 1640 construit une flèche gothique qui n'a de gothique que le nom, puisqu'il voyait qu'il s'agit d'un espèce de gros obélisque, et il commet une erreur fondamentale, c'est qu'il installe une fenêtre dans l'axe, et donc le point porteur n'est pas sur le faîtage, et cette flèche commence à s'écrouler pratiquement 50 ans après qu'elle ait été érigée. Et on se met à faire des projets dans tous les sens pour essayer de remplacer cette flèche avec toujours le même péché originel, qui est un péché classique, qui consiste à mettre une fenêtre dans l'axe. Et vous voyez que tous les projets répètent cette faute, sauf tout d'un coup quelqu'un qui propose une flèche gothique dans son principe, puisqu'il y a un point porteur dans l'axe. Mais malheureusement, ce projet n'est pas retenu. Et c'est ceci que l'on réalise en 1711. Et cette flèche va s'écrouler à nouveau 50 ans plus tard. Et Viollet-le-Duc va être appelé au chevet de cette malheureuse flèche qui a été érigée par Decotte. Et Viollet-le-Duc va arriver et va dire immédiatement « cette flèche est vicieuse parce que son point d'appui n'est pas sur le faîtage ».
Et donc, il identifie immédiatement le problème. Et lorsque Boswysval va reconstruire en 1858, il va enfin réaliser une flèche gothique digne de ce nom, c'est-à-dire avec le point porteur sur le faîtage. Voilà la situation actuelle. Vous voyez que la vue en drone permet de voir que la croix est très légèrement tournée, ce qui indique le démarrage d'un vrillage de la flèche, qui est une des pathologies principales que l'on a à craindre dans une flèche, c'est-à-dire la torsion sur elle-même. Voici le schéma de la flèche avec les points d'appui sur les faîtages, comme il se doit. Au même moment, vous voyez que Magne réalise en 1858 pour l'église Saint-Laurent une flèche gothique qui n'est pas gothique puisqu'elle a une fenêtre dans l'axe. Et au début de sa carrière, Viollet-le-Duc a fait l'erreur lui-même puisque, associé à l'Assus, à la Sainte-Chapelle, il crée une flèche qui a une fenêtre dans l'axe. Et alors je montre cette vue qui est très étonnante, qui est la seule représentation du projet de Viollet-le-Duc, avec la flèche, avec une fenêtre dans l'axe. C'est une erreur de dessinateur, je pense, parce que tous les projets de Viollet-le-Duc montrent le point porteur dans l'axe. Et je pense que le dessinateur, qui devait avoir une formation classique, comme on en avait au début du XIXe siècle, s'est dit, ça n'est pas possible qu'il ait mis un poteau au centre. Donc je vais corriger le dessin et je vais l'indiquer comme ceci. C'est le seul dessin qu'on connaît. Et vous voyez que le projet de Viollet-le-Duc, lui, respecte parfaitement cet esprit. Une des autres caractéristiques de la flèche gothique du XIIIe siècle, c'est qu'elle ne comporte aucun personnage dessus. Il n'y a pas de statue. Donc ça, c'est une erreur de Viollet-le-Duc. Au XIIIe siècle, il ne pouvait pas y avoir de statue sur la flèche. Voilà encore une interprétation ici de Ruprecht-Robert à la chapelle Saint-Hubert d'Amboise en 1873. Vous voyez qu'à nouveau, c'est le principe classique qui frappe avec la fenêtre dans l'axe. Et ici, nous sommes avec Petit-Grand au Mont-Saint-Michel, où, dans un geste absolument magistral, la flèche a tout ce qu'il faut. Elle est tronconique, ce qui est un des éléments aussi importants. Elle est inaccessible, mais malheureusement, on y installe une statue au sommet, ce qui la rend tout à fait néogothique. Il est impossible qu'au XIIIe siècle, on installât une statue dans la partie supérieure. Et un autre exemple, c'est la flèche d'Alavoine à la cathédrale de Rouen, où le geste est absolument sublime, mais malheureusement, il se termine par un bubon ridicule avec cette espèce de petit belvédère qu'on installe en partie haute et qui témoigne d'un esprit classique en plein milieu d'une flèche gothique, ce qui dénature complètement la compréhension du système. Alors, quelle est la postérité des flèches? Évidemment, des flèches, on en a fait à toutes les époques derrière après la Renaissance. Donc ici, vous avez le petit campanile qui surmonte le château de Saint-Germain-en-Laye, qui est une flèche d'une certaine façon. Vous avez ici la flèche qui remplace la flèche de la Renaissance qui était sur le château d'Azel-Rideau. Et vous voyez qu'ici, l'architecte, en 1873, hésite entre le point dans l'axe et le point et la fenêtre dans l'axe, puisqu'à chaque étage, il change d'un quart de tour pour pivoter. Donc on sent qu'il ne sait pas très bien sur quel pied danser. Et puis, vous avez des essais de flèches qui sont absolument extraordinaires, comme celui-ci en 1904 à l'hôtel de ville de Sens, où, comme un espèce de pied de nez à la cathédrale de Sens, qui est juste de l'autre côté de la rue, eh bien, la Troisième République érige une flèche absolument démesurée face à la cathédrale, en souvenir des flèches gothiques. Et puis, ici, en 1927, à Chartres, l'hôtel des Postes, que les Chartrains ont appelé Notre-Dame-des-Postes, parce que c'est évidemment en face de la cathédrale, et vous voyez le grand geste de la flèche tronquée qui aurait dû continuer à monter dans le ciel pour faire pendant à la cathédrale. Et je voudrais terminer donc cet exposé en vous montrant, pour moi, la plus belle flèche gothique qui est dans le ciel de Paris, qui est celle du Dôme des Invalides. Vous voyez donc au premier plan un petit lanternon qui se trouve sur la cour des soldats, mais à l'arrière-plan, vous avez un lanternon qui est tourné sur la diagonale et donc qui présente une colonne dans l'axe.
et par conséquent, il s'agit d'une flèche gothique. Et vous voyez que nulle part au monde, on ne construit des dômes avec des aiguilles au sommet du dôme. Et ici, il s'agit d'une invention tout à fait française, tout à fait intéressante, et qui a des conséquences incroyables dans l'architecture du dôme des Invalides, puisque vous voyez que la descente de cette petite colonne se prolonge sur une nervure du dôme, qui elle-même s'appuie sur un trumeau qui partage le dôme, le tambour du dôme, en deux fenêtres, alors que l'architecture classique stipule que la fenêtre est dans l'axe. Donc vous avez ici une hérésie architecturale absolument phénoménale qui est héritée directement de la flèche gothique qui a été choisie par Jules Hardouin-Mansart. Et je vous montre en dernière vue donc ce portrait magnifique de Rigaud avec Jules Hardouin-Mansart et son chef-d'œuvre, le Dôme des Invalides. Et vous voyez que si le portrait est de Rigaud, vraisemblablement le monument qui est derrière est de la main d'une petite main. Et là encore, le peintre n'a pas pu croire ce que ses yeux lui montraient et il a remis la fenêtre dans l'axe. Voilà. Je vous remercie.